Aujourd'hui, je continue du coup mes interviews, partie sur une bonne lancée après celle du festival Shivalingam. J'ai juste adoré faire des interviews. Et aujourd'hui, c'est vraiment une interview, une mise en lumière particulière parce que vous savez souvent, pour ceux qui me connaissent et qui viennent en consultation, enfin, me voir en séance collective individuelle, que mon frère fait de l'hypnose, il fait aussi de l'acupuncture. Et en fait, ce soir, j'ai décidé de le mettre en lumière, de partager son expertise sur l'acupuncture. Et du coup, c'est vraiment avec un grand plaisir que je présente mon cher frère, Maximilien. Salut tout le monde. Voilà, une personne que je connais plutôt bien, hein, depuis environ 30 ans. Et voilà, c'est vraiment un 28 le plaisir. 15 septembre. 28 le 15 septembre, exactement. Et donc, voilà, donc il est hypnotiseur, acupuncteur, il fait aussi des arts martiaux depuis très longtemps, mais je vais le laisser un peu se présenter lui-même. Bonne main pour l'instant. Bon ben voilà, comme Axel l'a dit, je suis le petit frère d'Axel. J'habite dans le sud de la France, à Perpignan. Je suis passionné par les arts martiaux, l'énergétique et l'hypnose. Et je m'intéresse du coup à tout ce qui touche de près ou de loin à ces disciplines. Alors, c'est une grande histoire de vie, hein, le fait que je me sois retrouvé sur ce chemin-là. Ça a commencé quand j'avais une vingtaine d'années où j'ai fait la connaissance d'un monsieur qui avait une soixantaine d'années, un petit peu moins à l'époque, grand-père, qui s'est adressé à moi alors que j'étais dans un bar et qui m'a dit une phrase très particulière qui m'a beaucoup touché et surtout qui a fait un peu s'écrouler ma conception du monde en une phrase. Enfin, j'ai été un peu comme stoppé net sur le coup. Il s'est passé plusieurs mois durant lesquels j'ai réfléchi à cette phrase qui me définissait. Et le jour où j'en ai tiré une conclusion, je suis retombé sur cette personne et donc je lui ai dit, tiens, on s'est vu il y a quelques mois. Et puis il me dit, je me souviens très bien de toi. Tu t'appelles Max. Et j'ai dit, tu m'as dit ça la dernière fois et j'en ai compris telle et telle chose. Il m'a dit, ah d'accord, c'est bien. Et on a continué à parler et en fait, on a eu des échanges. Et ce qui était étrange, c'est que à chaque fois que je le voyais, peut-être deux ou trois ou quatre fois dans l'année, par hasard, le jour où je pensais à lui, et à chaque fois, il me disait quelque chose qui faisait s'écrouler ma conception du monde. Et à chaque fois, je mettais un moment avant de tout reconstruire et c'était à la fois super intriguant et plein de rebondissements, mais surtout très déstabilisant. Et avec les années, j'ai appris à découvrir cette personne. Petit à petit, on avait un ami en commun, c'est quelqu'un qui est d'origine marocaine, donc j'ai été invité plusieurs fois à prendre le thé, à manger des tagines et de fil en aiguille, j'ai appris à vraiment le connaître. Ça a mis un certain temps puisque au début, je faisais que l'écouter et prendre des notes. Et il m'a dit, ah voilà, moi je suis grand-père, voilà, toi t'es un gamin, j'ai pas vraiment de temps à perdre avec toi, mais tu me déranges pas, tu me fais penser à moi quand j'avais ton âge. Donc tu peux venir de temps en temps et puis on discutera de choses et d'autres. Et alors, il me conseillait de temps en temps de pas conseiller de lire un livre, mais plutôt il y avait une citation livresque qui ressortait dans son discours et moi je prenais des notes et j'allais chercher les bouquins et quand ça me parlait, je le lisais. Et c'est ça qui était agréable en fait dans cet échange, c'est que lui n'attendait rien de moi, j'attendais rien de lui, et ça se faisait juste naturellement. Il n'y avait aucune obligation ou volonté vraiment de transmettre quelque chose. C'était juste un temps qu'on passait ensemble, où on partageait des histoires sur l'inconscient collectif. Ensuite, j'ai appris qu'il avait été élevé par son grand-père et de fil en aiguille, j'ai vraiment compris que cette personne-là avait une conception du monde et une manière de parler qui était vraiment différente des gens que j'avais l'habitude de voir moi à l'époque. Et je me suis dit que c'était quelque chose qu'on pouvait certainement travailler, la communication. Et donc, avec des rencontres, avec des questionnements, des lectures et puis une série de petits carnets,
j'ai entamé un travail sur moi qui m'a amené dans les profondeurs quelque part du monde et de mon inconscient, à vraiment me questionner sur qu'est-ce que c'est que la réalité, à vraiment essayer de découvrir ce que j'avais vécu dans le passé, comment ça m'avait façonné, une véritable quête de l'identité. Et ça a pris quelques années. J'ai vraiment, j'aime beaucoup cette personne qui m'a apporté beaucoup de choses et qui m'a vraiment éveillé sur tout un tas d'idées, de cultures. Et il me disait que quand il était petit, par exemple, il participait à des cérémonies dans lesquelles on prenait le sang d'un animal et on lui mettait à cet endroit sur le troisième œil et qu'il avait 6 ans à cet âge-là, que ça lui était arrivé de soigner un pigeon en lui faisant une opération avec un scalpel stérilisé quand il avait 10 ans pour retirer justement une excroissance. Ensuite, le pigeon, il l'avait recousu. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui avait tout un tas d'histoires extraordinaires à raconter. Et en fait, je me suis dit, bah, tiens, le monde a l'air d'avoir vraiment différentes facettes. Et je me suis bien rendu compte que dans d'autres cultures, on trouvait la même chose. Et de fil en aiguille, ben, j'ai toujours été intéressé donc, par les arts martiaux, par la culture chinoise et orientale. Et je me suis rendu compte que ce qu'il me disait résonnait avec d'autres cultures et qu'on retrouvait la même structure chez d'autres peuples comme les Amérindiens ou dans le taoïsme ou encore chez les Indiens dans le bassin d'Asie du Sud-Est ou encore chez les Japonais ou en Afrique ou un peu partout finalement. Et même en Europe d'ailleurs. Finalement, au bout de 7 ou 8 années à côtoyer cette personne, après être parti quand j'étais adolescent faire mes études d'art en Belgique, j'ai décidé de retourner à Lille, dans ma ville natale, pour renouer avec ma famille, pour passer du temps à consolider les liens, à faire une mise à jour un petit peu de qui est devenu chacun après une période où chacun était un peu parti de son côté pour tout un tas de raisons. Et finalement, au bout de cette année-là, à être à la fois entre 3 adresses, entre mon atelier, chez mon père et chez ma mère, j'ai pris du temps à vraiment partager des expériences et des émotions et m'intéresser, surtout me réintéresser aux membres de ma famille. Et à la suite de cette année-là, on a vraiment renoué avec tout le monde. On a retrouvé un lien fraternel avec ma sœur comme quand on était petit. Et c'est une période vraiment magnifique qui nous a, je pense, toutes marqué et puis qui a marqué, en tout cas pour moi, un pivot dans ma vie. Et à la suite de ça, j'ai décidé de me réorienter dans l'hypnose et d'aller m'enraciner ou prendre racine pour construire cette nouvelle vie. Et puis pourquoi pas de changer de région et de partir faire tout ça dans le sud de la France pour devenir hypnotiseur et puis pivoter après avoir passé 7 ans dans le milieu artistique. Et en chemin, je me suis dit, bah tiens, je vais faire de l'acupuncture aussi. Comme si, voilà, c'était un peu la cerise sur le gâteau, c'était un petit élément en plus. Et je me suis pas aperçu qu'en fait, c'était toute une cosmologie. C'était toute une explication du monde, de l'être humain entre ciel et terre. Alors en plus, la culture chinoise qui a plus de 5000 ans d'existence, sur laquelle se fonde le taoïsme, en tant qu'occidental, pour appréhender des concepts, c'est pas toujours évident. On m'a dit au début que l'acupuncture, c'était une série de vagues déstabilisantes qu'on se prenait et qui petit à petit nous faisaient dériver de notre façon de percevoir le monde pour regarder le monde d'une nouvelle façon, sous un œil énergétique, analogique, puisque l'acupuncture et la culture chinoise est une culture qui se fonde sur la pensée analogique. Donc ça fait maintenant depuis 2015 que je me suis lancé dans l'acupuncture et j'ai découvert le monde sous ce côté énergétique en mettant un peu de côté tout le reste pour vraiment me concentrer sur un seul paradigme. Là où après des années de recherche, j'avais été
chercher dans différentes cultures pour essayer de construire un puzzle et puis avoir quelque chose d'assez complet et puis de voir où est-ce que ça se recoupait, où est-ce que ça se différenciait. Et là, je me suis dit, bon, voilà, j'ai un truc qui est complet. J'ai une école qui, depuis la fin des années 70, forme des gens à l'acupuncture, et uniquement à l'acupuncture, qui est une branche et un des 5 trésors de la médecine chinoise, qui compte le qigong, l'alimentation, les massages, l'alimentation, l'herboristerie et donc l'acupuncture. Et au premier cours que j'ai eu sur le yin-yang, j'ai su que j'étais à ma place. J'ai retrouvé tout un tas de choses que j'avais vues dans d'autres bouquins où on nous expliquait que l'homme était entre le ciel et la terre, que le yin-yang était un modèle qui permettait de comprendre l'évolution et la succession des saisons, mais aussi les étapes dans la vie d'une personne, ou encore de représenter la relation de deux êtres qui se rencontrent et qui décident de partager du temps et une expérience commune. Et vraiment, ça m'a transcendé. Je me suis senti vraiment à ma place. Et donc, des longues heures, des longues nuits d'études, des fiches de récapitulation s'en sont suivies pour former les bases pendant ces 4 ans, d'études, pour ensuite pouvoir les développer tout au long de la vie. Yes. Donc voilà un peu pour ce qui est le chemin et puis les bases de l'énergétique en acupuncture. Ouais, cool. Bah, effectivement, bon, bah, c'est marrant de parler d'un truc, comment dire, quand tu retraces le chemin, etc. Et c'est vrai, quand tu dis, on en a souvent discuté, mais pour le replacer dans le contexte, ce moment où effectivement, tu t'es retrouvé à la maison et qu'on s'est retrouvé et qu'en fait, on s'est juste vraiment retrouvé parce qu'on s'était perdu. Et qu'il y a plein de choses effectivement qui sont passées à ce moment-là, mais pour moi aussi, on va dire sur ma vérité, sur mon chemin à moi. C'était vraiment c'était des trucs de fou quoi. Tous les jours, c'était incroyable. Il y avait des choses tous les jours, des prises de conscience. C'était un moment d'une richesse exceptionnelle. Et c'était vrai, effectivement, un moment assez intense et une nouvelle lecture effectivement du monde en fait, tout simplement. Mais et enfin, je te l'avais dit quoi, mais pour leur dire, et je trouve ça marrant. Du coup, il n'y a pas longtemps, j'ai regardé Dragon Ball Z pour la première fois. Et puis là, j'ai retrouvé l'énergétique et puis les arts martiaux. Et puis Maximien, il regardait Dragon Ball Z quand il était petit, quoi. Et là, j'ai fait, ah, tiens, ça a commencé à ce moment-là, en fait. Avant même que. Enfin, il y avait des bases, quoi. Il y a des trucs qui étaient là, des intérêts qui étaient là, déjà quand on est enfant, en fait. Et après, ça prend un sens, tout ça. Enfin, je trouve ça juste génial quoi, de voir tout ce qui nous a amené au fur et à mesure, tout ce qui se connecte et que finalement, justement, tout a un sens, même si sur le coup, on ne comprend pas forcément. Et est-ce que tu pourrais... peut-être il y a des gens qui ne savent pas trop ce que c'est, en fait, juste l'énergétique. Parce qu'on n'est pas trop dans une société où on parle d'énergie, finalement, où il y a vraiment cette lecture très cartésienne du corps et que le corps physique. L'énergétique, pour toi, ça englobe quoi? Enfin, comment tu peux le définir? Comment définir l'énergétique C'est un dans peu... la médecine chinoise? Ouais? Euh, L'énergétique dans la médecine chinoise, c'est la distribution de ce qui anime une personne, un petit peu comme si l'énergie, c'était un petit peu la pile qui faisait fonctionner une personne. Euh, pour donner un exemple qui est factuel, le sang, c'est considéré comme une des 4 énergies de l'homme. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on peut vraiment quantifier. C'est quelque chose qui circule comme un courant continu dans le corps, qui vient alimenter les organes, qui vient alimenter le cerveau et les tissus. Et on va retrouver une correspondance. Il y a toujours cette dualité et complémentarité yin-yang dans l'énergétique qui est vraiment à la base de tout. On va trouver le sang qui est une énergie donc incarnée et puis qui a une réalité, un support atomique. Et on va trouver une énergie qui est quelque part plus subtile, mais qu'on peut aussi mesurer, par exemple,
avec un appareil comme un millivoltmètre. Et on s'est aperçu que les points d'acupuncture, quand on plaçait les pointeurs d'un millivoltmètre, eh ben, il y a l'aiguille comme ça qui montait. Et donc, il y avait bien un courant, quelque chose qui se passait à cet endroit-là. Par contre, l'énergétique, c'est quelque chose qu'on ne peut pas percevoir directement, mais par contre, qui va donner tout un tas de manifestations dans la réalité et de manifestations concrètes. En fait, l'énergétique, c'est un peu comme si on avait un dé dans la main. Quand on observe un dé, on peut observer 3 faces visibles, pas plus. Par contre, quand on connaît les règles qui sont sous-jacentes au dé, à savoir que les faces opposées font 7, on peut définir que quand on a le 1 devant nous, à l'opposé, il y aura le 6. Et l'énergétique, c'est en acupuncture, c'est comprendre à partir des manifestations physiques chez une personne, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Et donc, on a tout un tas de grilles de lecture qui découlent du yin-yang, qui est une base 2, en fait. C'est un peu comme si l'énergétique, c'était regarder le monde sous une série de filtres qui reprend les chiffres de 1 à 9. Là où le yin-yang, c'est le 2. Le 3, ça va être l'activité dans ce qu'on appelle les 3 foyers en médecine chinoise. On a les 4, les 5 éléments, on va avoir les 6 énergies du ciel, les 7 émotions, les 8 merveilleux vaisseaux, etc. Et à chaque fois, ça va nous donner une manière de comprendre ce qui se passe chez la personne. Et toutes ces grilles de lecture, elles sont constituées d'une structure ordonnée. Donc, ok, c'est de l'énergétique, ok, c'est quelque chose qu'on peut peut-être pas voir directement, mais il y a des règles. Et on peut s'apercevoir que comme l'été succède au printemps et précède à l'automne, dans l'énergétique, ça fonctionne un petit peu de la même manière. On sait que pour avoir une énergie qui va nous donner un système immunitaire fort, au préalable, il faut qu'il y ait une énergie issue de l'alimentation qui doit être forte aussi et puis bien alimentée. Et à partir de ça, en fait, l'acupuncteur ne peut pas s'empêcher en fait de toujours aller chercher à faire des liens entre les choses, vu que c'est une science qui repose sur l'analogie. Par exemple, on va comprendre que un temps, quelqu'un qui va avoir des excès de colère et qui va avoir une douleur au niveau du foie, par exemple, et ben en fait, pour nous, ce sera toujours la même énergie. Ce sera l'énergie du bois qui va se manifester. On va essayer de comprendre du coup qu'est-ce qui vient empêcher que cette énergie circule de la bonne manière. Et quand on comprend ce qui se passe énergétiquement chez une personne, on va aller utiliser des points qui ont comme une étiquette, en fait, une fonction particulière. On va avoir des points feu qui vont venir faire monter la chaleur du corps. On va avoir des points nutritifs qui vont venir, par exemple, réparer les tissus. Donc, avec l'énergétique, en fait, on pourrait aussi bien travailler sur le psychisme et l'émotionnel que aller consolider plus rapidement une fracture. Ce qui est intéressant dans le point de vue de l'énergétique chinoise, c'est que elle donne toujours une consistance physique au problème. Ça veut dire qu'on va travailler sur les organes pour travailler sur le psychisme. Et en fait, au lieu d'avoir une approche qui est psychosomatique, travailler sur le psychisme pour dissoudre ou transformer en quelque part les maux du corps, on va travailler dans l'autre sens, avec une approche qui est somato-psychique. Ça veut dire on va travailler sur le corps avec des points qui sont en liaison avec des méridiens et des organes pour faire bouger les choses au niveau du psychisme. Et après, il y a toute une dimension aussi spirituelle derrière. Donc, ça veut dire que on peut travailler des choses très, très concrètes et très factuelles comme une maladie, ou alors on peut un peu accompagner quelqu'un à revenir sur un chemin où il se sent davantage lui-même, quoi, où il retrouve la connexion avec lui. Et pour ça, on a tout un tas de points et de grilles de lecture qui vont travailler plutôt
plutôt sur le spirituel et d'autres sur l'organique et d'autres sur les émotions, etc. En fait, ce que tu du coup, pour résumer, enfin, très, très brièvement, mais travailler par le biais de l'acupuncture, on peut tout un tas de choses, autant très physiques, matérielles, factuelles, que des choses, on va dire, immatérielles, euh, si on est perdu dans sa vie ou des blocages énergétiques. Et du coup, grâce à l'acupuncture, on peut venir réharmoniser tout ça. C'est ça? Exactement, mais là où en fait on prend pas chaque sphère, on peut prendre chaque sphère indépendamment les unes des autres, Bien sachant qu'on sûr. va toujours travailler quand même sur les plans psychiques, émotionnels et physiques. Par exemple, si on a une personne qui aurait du mal à exprimer son émotionnel et qui contiendrait ses frustrations à l'intérieur, on est sur quelque chose de psychique. Euh, on peut on peut résoudre ça sous la forme de mécanismes énergétiques. Par exemple, les frustrations, elles sont liées au foie et par exemple, on va les exprimer par une fonction du cœur qui est la fonction à exprimer les émotions. Donc, on va amener un mouvement énergétique, on va faire monter l'énergie d'un méridien qui stagne en bas pour aller exprimer par les larmes, par exemple, une frustration qu'il y a dans le foie. Une frustration dans la vie d'une personne, on va se dire, tiens, l'énergie dans le méridien du foie, elle monte pas. Et alors, c'est comme des autoroutes. Il y a des routes qui sont privilégiées et puis il y en a d'autres qui sont secondaires. Et nous, avec les points, ben, quand le trajet se fait pas très bien, eh bien, on vient accompagner le mouvement parce que l'acupuncture est une approche qui donne un message au corps. C'est pas une approche qui vient apporter de l'énergie. C'est vraiment comme les aiguillages sur les voies ferrées. Mmh. On vient diriger l'énergie et lui dire de s'accumuler à un endroit ou plutôt de circuler. Et on a tout un tas de voies possibles pour parvenir à jouer sur ces mécanismes-là. Mais du coup, Tu aurais un aiguille. Ouais, tu réaiguilles un aiguillot thérapeute, sans jeu de mots. Mais ouais, c'est ça, c'est réaiguiller l'énergie pour aller là où c'est intéressant qu'elle soit, libérer ce qu'il y a à libérer si c'est le besoin, quoi. c'est ça. Et toujours avec quelque chose de très structuré. C'est pas parce que c'est quelque chose qui se fonde pas sur un paradigme rationnel que c'est pas structuré ou alors que c'est abstrait. Au contraire, les Chinois sont très pragmatiques Mm-mm. et ils relient toujours ça à une dimension concrète. Mais on a aussi, nous, dans notre société, des expressions qui parlent très bien de tout ça, hein. On peut dire que on est conscient que quelqu'un qui subit beaucoup de stress, à un moment donné, il peut avoir des maux d'estomac, ou alors on se dit, bah, tiens, j'ai vécu ça et j'ai l'estomac noué. L'estomac noué, nous, on va travailler sur des points émotionnels qui vont amener à digérer un événement qui nous est arrivé. Et quelque part, ça va aussi relancer la fonction de l'estomac, qui est la fonction à digérer les choses et à digérer aussi l'information et que ce soit enfin, les événements qui nous arrivent ou l'information de ce qu'on apprend ou alors la fonction organique qui est de digérer l'alimentation, eh ben, on va travailler sur l'énergie de l'estomac et puis hop, on va agir et ça va relancer tous les plans. Yes. Non, mais ouais. Et du coup, pour voir un peu, enfin, un bilan énergétique de la personne Mhm. qui vient de voir, tu as plusieurs façons de faire, hein. Moi, je suis, comment dire, j'ai, j'ai été cobaye. D'accord. Expérimenter, oui, par toi-même. Bah oui. Et donc, du coup, tu prends le pouls. Tu as plusieurs façons de prendre le pouls. Et tu regardes aussi la langue. Bon, après, il y a toute une série de questions et la personne, elle répond bien. Comment tu fais en quelques phrases euh, où la personne en est énergétiquement? Pour savoir où la personne elle en est, euh, on a ce qu'on appelle les 4 temps du bilan, les 4 temps du diagnostic. On va poser des questions à une personne. Ça va être
tout ce qui est de l'audition finalement. Dans ce qu'elle va nous dire, on va dire, tiens, ça c'est l'énergie du bois, ça c'est l'énergie du feu, là il y a la terre qui bloque, là il y a l'eau qui est en train d'éteindre le feu. Et on comprend parce que c'est de l'analogie. Donc quelqu'un qui dit par exemple, j'ai beaucoup de stress et j'arrive pas à avoir confiance en moi, ben, on va savoir que, ok, on va peut-être lui poser des questions. Bah, comment ça se passe au niveau de l'alimentation? Bah, j'ai l'estomac noué. On se dit, ah, ok, il y a une problématique sur l'énergie de la terre parce que la terre, ça va être à la fois l'estomac et à la fois l'émotion du stress. Ensuite, euh, dans la Chine antique, ils avaient l'odoration aussi qu'on utilise moins maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, ils sentaient par exemple les odeurs corporelles des gens parce que ça donnait aussi de manière analogique des indications. Ils goûtaient parfois même l'urine et tout ça. Bon, c'est une pratique qui s'est un peu perdue. Mais en fait, l'idée, c'était d'appréhender énergétiquement par tous les sens. Donc, le questionnaire, ça va être l'audition. Ensuite, on va avoir l'observation. Donc, on va observer la langue, on va observer le visage qui va nous donner des indications sur les organes. Par exemple, quelqu'un qui aurait le nez tout rouge, comme c'est le centre du visage, le centre des organes, c'est l'estomac. Donc, quelqu'un qui aurait le nez tout rouge, ça serait un signe de chaleur à l'estomac parce que le rouge, c'est de la chaleur. Et donc, en regardant quelqu'un, on peut comprendre déjà ce qui se passe un peu à l'intérieur au niveau organique. Donc, on a le questionnaire, on a l'observation et on a donc la palpation. Et la palpation, du coup, ça va être la prise de pouls. Donc, la prise de pouls, c'est une prise qui est radiale ici au niveau du poignet. Il faut savoir qu'il y a 27 critères différents. Enfin, c'est quelque chose pareil qui est très structuré et qu'il faut à peu près 600 pouls pour commencer à ressentir vraiment les choses et laisser venir l'information à soi. Donc, c'est vraiment en couple mental. On laisse venir l'information. Est-ce que le pouls est rempli? Est-ce qu'il est vide? Ça va nous donner une indication sur la quantité. Ensuite, on va chercher à trouver la qualité. Est-ce que c'est du froid? Est-ce que c'est de la chaleur? Et ensuite, on va chercher à retrouver le siège. Ça veut dire, est-ce que c'est à l'interne? Est-ce que c'est à l'externe? Est-ce que c'est à gauche? Est-ce que c'est à droite? Et tout ça, ça va nous permettre de construire un bilan. Ça veut dire que la prise de pouls, on peut trouver par exemple un excès de chaleur interne. Ça va être de la chaleur sur l'estomac. Donc quand la personne dit, ben voilà, quand je bois de l'alcool, donc il y a un apport de yang, ben mon problème il est aggravé. On va se dire, ok, donc il y a un problème au niveau du yang de l'estomac. Quand la personne va avoir un nez qui est rouge, on va se dire, ok, il y a potentiellement de la chaleur à l'estomac. Quand elle va avoir un pouls euh, rempli à l'interne et avec un signe de chaleur, avec un pouls qui est peut-être un peu accéléré et tout ça, on va se dire, OK, c'est un excès de chaleur interne, donc c'est bien de la chaleur à l'estomac. Et dans ces cas-là, on va faire un point qui va venir refroidir l'estomac. En fait, c'est ça. La prise de pouls, c'est un feedback de ce qu'une personne vient de nous dire. Ça nous permet d'aller checker en fait et valider tout ce qu'elle nous a dit et tout ce qu'on a pu observer. Parce qu'en fait, on construit déjà une stratégie. On dit, OK, la personne nous a dit ça, potentiellement au niveau énergétique, ça bloque. Et ensuite, on va chercher à le valider par le pouls. Et là, ensuite, on va choisir les points et on va poncturer. Et voilà, on laisse les aiguilles 30 minutes parce que c'est le temps que met l'énergie pour faire un cycle complet dans les 12 méridiens. Ouais. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont peur des aiguilles, mais avec Maximien, bah, du coup, il fait de l'hypnose, donc il peut vous anesthésier. En plus, c'est plutôt pratique. Non, pour la petite histoire, moi, une fois, il m'a poncturé et il n'a pas fait gaffe et il m'a donné un grand coup dans l'aiguille et je pense vraiment que j'allais le taper en fait, tellement j'ai eu mal. Mais du coup, j'ai servi de cobaye pour vous tous. Maintenant, il fait très, 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 très attention à ne pas taper dans les aiguilles. Mais voilà, c'est moi qui en ai fait les frais. J'avoue que ce n'était pas très agréable. Mais bah, pour moi, par mon expérience que j'en ai fait, il m'a plusieurs fois posé des aiguilles. Et c'est vrai que bah, direct, on le ressent. De toute façon, quand il met l'aiguille, bim, on sent l'énergie qui circule, on sent des picotements, il y a plein de choses qui se passent. Et puis,
Alors, ça dépend des séances, mais il y a aussi un grand état de fou, de détente, de relaxation au fur et à mesure qui s'installe. Et dès le lendemain, on sent qu'il y a plein de choses, enfin, parce qu'on est un peu sensible, qu'on fait attention, en tout cas, aux détails de, de notre corps, hein. Ben, tout de suite, on se rend compte que, ah bah tiens, il y a des choses qui changent, le sommeil, l'alimentation, l'énergie, enfin, il y a plein de petits détails au fur et à mesure qui vont viennent faire, ah bah ouais, là, la séance, elle est en train de se mettre en place. Et effectivement, aussi des pensées, des émotions aussi, beaucoup d'émotions. Moi, j'ai déjà eu bon ben voilà, on sent des fois une grande tristesse d'un coup là, après une aiguille, enfin après une séance, tout, waouh! Et on sent tout ça qui a besoin d'être évacué, ressorti, pour passer à autre chose. Bon, on va finir là pour ce soir. Je pense que ça fait déjà pas mal d'informations pour tout le monde, pour ceux qui connaissent. On va laisser ça un peu tranquille, digérer. Est-ce que tu as envie de conclure bah, cette première mise en lumière euh, particulier, un enfin, quelque chose? Pour conclure, pourquoi est-ce on hérite aujourd'hui d'une tradition aussi développée qu'est l'acupuncture? C'est parce que la Chine, qu'on a appelée l'Empire du Milieu, à chaque fois qu'elle a essayé d'envoyer des émissaires sur l'extérieur pendant longtemps, soit les bateaux revenaient pas, soit les gens se faisaient tuer en cours de route. Du coup, c'est une culture qui s'est vraiment développée sur elle-même à partir de l'intérieur. Et à la base, l'acupuncture, c'est une technique qui apparemment a déjà été reprise d'une culture encore avant la culture chinoise. Et à l'époque, c'était des aiguilles de pierre. Après, ils sont passés à autre chose parce qu'apparemment, dans les pierres, il pouvait y avoir des métaux lourds et en fait, c'était un peu douloureux. Mais pour arriver à ce qu'on connaît aujourd'hui de l'acupuncture, il y a eu, il y a eu des centaines de milliers d'expériences. Puis on a hérité aussi d'une culture qui percevait le monde d'une manière complètement différente de ce qu'on aperçoit aujourd'hui parce que les gens étaient accordés de manière différente. Ils percevaient la vie et les énergies de manière différente parce qu'ils naissaient pas dans une société telle qu'on la connaît aujourd'hui. Alors, bien sûr, il y avait des qualités et des défauts comme à chaque époque. Mais ce qui est génial, c'est qu'en fait, l'acupuncture, ça appartient pas à la Chine, ça appartient à l'humanité. On retrouve des cultures, par exemple, je crois que c'est dans le Sahara, il y a des berbères ou alors des gens qui vivent dans le désert qui ont une façon de scarifier leurs membres qui en fait impriment des endroits particuliers du corps qui sont les points d'acupuncture. Et ils ont appris à utiliser les points énergétiques du corps et à les transmettre de cette manière-là. Donc en fait, l'énergétique, c'est vraiment quelque chose qui est commun à l'ensemble de l'humanité et, Universel. et qu'on peut aller explorer par une voie ou par une autre selon comment ça résonne avec nous. Et on a la chance d'être aujourd'hui à une époque où le monde communique de manière plutôt rapide et facile. Et on a accès à plein de savoirs et on peut les recouper. Donc profitons-en. Si c'est quelque chose qui éveille notre curiosité, ça ne coûte rien d'aller lire un bouquin ou poser des questions à quelqu'un qui pratique et puis de voilà, juste enrichir un peu sa vision du monde par rapport à ça. Mm, mm. Donc, pour finir, je te remercie beaucoup de m'avoir permis de partager cette passion. Et puis, j'espère que ça vous aura apporté deux, trois Éclairage. petits trucs, deux, trois petits éclairages, quoi. Ok. Et juste pour rebondir une dernière fois sur ce que tu dis, bon, ça peut durer comme ça longtemps, mais on va essayer que ce soit la dernière. Ça. C'est vrai qu'on dit l'énergie, on parle là de méridien avec ce filtre de la culture chinoise, mais bon, bah, en Inde, on parle de chakra et c'est la même chose, de nadis. Les nadis en Ayurveda, c'est bah, les liens, l'énergie qui circule dans le corps. Et en fait, effectivement, quand on commence à s'intéresser à toutes ces cultures, on se rend bien compte que toutes parlent d'énergétique et de comment l'énergie circule dans le corps. Donc oui, bon alors chakra c'est un peu New Age, mais c'est un peu le mot à la mode, mais en fait c'est la même chose. Enfin, t'es d'accord avec moi? Les canaux de circulation.
Ouais, voilà, l'énergétique. Parfois, des fois, qui est appréhendé d'une manière légèrement différente, mais on retrouve toujours ces histoires de troisième œil, ces histoires de centre émotionnel au niveau du plexus solaire, et ces histoires de centre énergétique sous le nombril, et on les retrouve quasiment dans toutes les cultures. Alors des fois, ils parlent de trois Ah, centres, des fois, ils parlent de sept centres, mais ils se recoupent toujours, en tout cas de ce que j'ai pu en lire et de ce que j'ai pu en partager avec d'autres gens. yes. Bon, bah super. Du coup, on va effectivement, on va s'arrêter là, pour ce soir. Mais je pense qu'il y en aura d'autres sur d'autres sujets. On a plein de trucs, on a plein de trucs à partager, plein de sujets à partager, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, t'as ta page Facebook, hein? Du coup, c'est quoi le nom déjà? Je sais plus exactement. C'est hypnose et énergétique traditionnelle chinoise Perpignan. Voilà. Mais si vous avez, bah, si vous êtes dans le coin de Perpignan, dans le sud-ouest, ben, n'hésitez pas à aller voir Maximilien et voilà. Et sinon, bah, si vous avez même des questions sur l'énergétique ou l'acupuncture ou enfin, ce que vous voulez, et ben, n'hésitez pas à Ce aller sera voir sa avec grand page. plaisir. Voilà. Bon, bah merci à tous. Je vous souhaite une très très bonne soirée. N'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo. Et puis moi, je vous retrouve en vrai pour ceux qui habitent à Lille mercredi soir pour une séance de méditation active pour stimuler son énergie. Et puis d'autres interviews qui sont programmées pour la fin de la semaine et la semaine d'après, etc. Merci beaucoup et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Ciao.